Bienvenue dans l'Œil au Clébar, le premier podcast d'ophtalmologie vétérinaire. Je suis Bertrand Michaud, vétérinaire praticien exclusif en ophtalmologie, et je vous propose de découvrir en un clin d'œil l'ophtalmologie vétérinaire les yeux fermés. Ce podcast mensuel est réalisé en partenariat avec le laboratoire TVM, une marque du groupe Dome Pharma, engagée depuis plus de 40 ans dans le développement de produits d'ophtalmologie vétérinaire. Nous les remercions pour leur soutien logistique et la totale liberté de contenu qu'ils nous ont offert. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer le docteur Laurent Boina, qui est vétérinaire ophtalmo. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, c'est le premier épisode du podcast L'Œil au Clébar, donc un podcast vraiment à viser des vétérinaires et des propriétaires d'animaux. Toi, tu es spécialiste en ophtalmologie, tu exerces exclusivement dans ce domaine à Paris depuis maintenant plus de 25 ans. Tu travailles dans une clinique qui s'appelle Optavet, et qui se trouve dans le 4e arrondissement. Tu as aussi des activités annexes, mais toujours en rapport avec le domaine vétérinaire, puisque tu es éditeur en fait d'ouvrages vétérinaires avec énormément de références, et donc vraiment c'est important. C'était très intéressant de t'avoir aujourd'hui. Ma première question, en fait, aujourd'hui, on va découvrir un peu ce métier d'ophtalmo pour les animaux et à quoi ça sert. Pourquoi est-ce que toi, tu as décidé finalement de faire de l'ophtalmologie? Alors, moi personnellement, donc après mes études de vétérinaire, j'ai commencé en tant que généraliste et donc j'ai fait des remplacements. J'avais une vingtaine d'années après les études et en tant que généraliste, je trouvais ça bon, c'était intéressant. Hein, c'est le métier de vétérinaire tel qu'on l'imagine et puis j'ai voulu aller plus loin. Donc j'ai eu la chance de faire par un peu relation, j'ai pu faire un CES d'ophtalmo très vite. Et à partir du CES, j'ai découvert l'ophtalmologie et puis ça a été une passion. Donc en fait, j'ai imaginé, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de spécialistes qui faisaient que ça. Donc moi, je me suis dit assez vite que je n'aimerais faire que ça, exclusivement. Ce qui fait que l'année de la fin du CES, j'ai quasiment arrêté, enfin j'ai continué quand même le métier de généraliste pendant un an ou deux, quand même pour gagner ma vie, mais en parallèle, j'ai continué à me former et à lancer des consultations spécialisées en ophtalmo. Et puis après, au fil en aiguille, j'ai continué cette passion jusqu'à maintenant et ça reste toujours une passion. Et c'est quoi le cursus finalement pour être vétérinaire ophtalmo? Parce qu'en humaine, ils font des années d'études en plus, etc. Toi, tu as pris une filière plus, on va dire, pratique, et après, donc, tu as fait pas mal d'expériences, c'est ça? Bah, disons qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de filières parce que c'était il y a 25 ans. C'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus codifié avec des diplômes de spécialistes qui existent. Mais qui existe vraiment depuis une quinzaine d'années. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment de spécialistes. Il y avait ce qu'on appelle le diplôme du Collège européen, qui donnait un statut de spécialiste, mais il n'y avait pas de spécialiste français. Donc j'ai commencé avec le diplôme de vétérinaire et des diplômes annexes comme le CES d'ophtalmo, des diplômes universitaires aussi qui permettaient d'avoir des formations en plus en microchirurgie. Et par la suite, étant donné que j'ai eu cette activité exclusive pendant une dizaine d'années au départ, après cette dizaine d'années, il y avait la possibilité d'obtenir une équivalence en obtenant le diplôme de spécialiste, ce que j'ai donc passé. Voilà, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les voies classiques, c'est des formations qui durent à peu près 3-4 ans, soit du collège européen avec un résidanat, et à la clé donc le diplôme du collège, soit le DESV qui est un diplôme de spécialiste français en école vétérinaire et qui est aussi de 3-4 ans. Et vous êtes nombreux en France, des ophtalmos? On est en tout une vingtaine de spécialistes ophtalmo, D'accord. 20-25. Et toi, du coup, quelles espèces tu peux être amené à soigner? Parce que finalement, en fait, les ophtalmos, enfin, dans nos pratiques, il y a des ophtalmos qui font que les chiens et les chats. Toi, tu vois d'autres animaux que les chiens et les chats? Alors, je crois que dès qu'on est spécialiste, on est amené à voir au moins en partie d'autres animaux que les chiens et chats, même si c'est l'activité principale, hein, chien-chat, c'est notre quotidien. Mais après, c'est vrai que on est amené, grâce à nos relations dans des zoos, à l'époque avec des cirques, mais maintenant c'est vrai que les cirques c'est plus trop d'actualité d'avoir des zoos des animaux dans les cirques. Mais donc on va dire dans des zoos, dans des refuges, peut être appelé pour des cas d'ophtalmo. Et donc ça peut aller d'un petit animal de 500 grammes jusqu'à des gros animaux comme des éléphants et en passant par des gros félins comme les tigres, les lions. Donc c'est très varié. Mais moi, dans mon activité, on va dire que ça représente 1% à peine de mon activité. Donc
c'est anecdotique, mais en tout cas c'est amusant et puis ça permet de changer un petit peu de l'activité de tous les jours. Et en parlant de changer d'activité de tous les jours, tu déjà soigné les yeux d'humains? Non. Et puis si je l'avais fait, je le dirais pas trop parce que c'est interdit. J'aimerais pas me retrouver en prison. Non, ça serait considéré comme un exercice illégal hein, de la médecine. Donc malheureusement interdit parce que c'est vrai que ça me plairait bien. Voilà, donc il faudrait que je passe d'abord un diplôme de médecin, de docteur en médecine. On est reparti pour 10 ans, donc malheureusement, je crois que j'ai pas l'âge pour ça, mais je pourrais, en fait, je pourrais presque l'imaginer. J'y ai pensé un moment, hein, parce que c'est vrai que ça D'accord. m'intéressait bien, la médecine humaine et toute la partie recherche en humaine. Donc j'y ai longtemps pensé, mais voilà, je suis resté sur le vétérinaire. Mais par contre, j'ai eu la chance d'opérer des singes. Et en particulier, je pense à un singe, un chimpanzé, pour lequel parce que j'ai vu pas mal d'interventions en humaine, et chez ce chimpanzé, je retrouvais vraiment les sensations qu'on doit avoir chez l'homme, à la fois lors de la chirurgie, mais même après, parce que c'est la façon dont il se comportait, c'est-à-dire que les gens me disaient, bah, ce singe, après l'intervention de chirurgie de cataracte, il regarde la télé, il attrape, il prend plus facilement, alors qu'il le faisait plus, ses ustensiles ou même ses couverts pour manger, sa fourchette. Enfin, il attrape le verre quand il veut boire. Enfin, des gestes qui sont finalement très communs avec l'homme. Donc, je pense que à ce niveau-là, ça s'est un peu rapproché de ce qu'on peut trouver chez l'homme. Mmh. Ah quand même, c'est pas rare moi personnellement dans ma pratique, du quotidien d'avoir des gens qui disent: «Mais vous pouvez pas regarder mon œil quand même, parce que j'ai un problème chronique» et cetera. Effectivement, mais on essaie de leur expliquer à ce moment-là qu'effectivement on n'a pas le C'est droit. vrai que ça nous Légalement, on ne peut arrive. pas. Ouais. Et des fois, les gens nous disent que ils sont persuadés qu'on les soignerait aussi bien, voire mieux que les gens. Montez sur Oui, ma table, allez-y. voilà. Du coup, entre, en fait, les connaissances qu'on a sur l'œil animal sont inspirées de l'œil humain, essentiellement. Est-ce que l'œil humain est très différent de l'œil animal ou inversement? Est-ce que l'œil animal est vraiment différent de l'œil humain? Non, il y a de grandes différences entre l'œil humain et l'œil de l'animal, mais beaucoup de similitudes, bien sûr. Le globe a beaucoup de similitudes entre l'homme et l'animal. On a une coque hein, qui est l'as clair, on a une cornée, donc tout ça c'est la coque de l'œil, un iris, un cristallin. Donc tout ça c'est très commun finalement à l'homme et à l'animal. Donc il y a beaucoup de similitudes, mais des différences bien sûr, anatomiques, mais aussi fonctionnelles, en particulier par rapport à la rétine, il y a des cônés, des bâtonnets chez l'homme comme chez l'animal, mais avec un fonctionnement différent, une réception, une analyse de la lumière qui va être différente, avec des pigments différents. Donc, on va dire que globalement, c'est la même chose, mais avec des petites différences même suivant les animaux, parce qu'il y a des différences suivant les espèces et même les races. Et est-ce qu'il y a des maladies qui touchent l'œil de l'animal est-ce que sont les mêmes que celles qui vont toucher l'homme? Alors globalement, on retrouve à peu près les mêmes maladies. Maladie du cristallin, par exemple la cataracte, on l'a chez l'homme, chez l'animal, les conjonctivites, les glaucomes. La grande majorité des maladies sont communes, mais après on a des particularités, là encore, avec des maladies qu'on ne retrouve que chez l'animal ou des maladies qu'on ne retrouve que chez l'homme. Je pense à la DMLA, par exemple, qu'on a chez l'homme mais qu'on n'a pas chez l'animal, puisqu'il n'y a pas de macula chez l'animal. On a des collements de rétine qui ont des causes différentes. Les causes de cataracte sont différentes, mais voilà, on peut avoir des maladies similaires, mais avec des causes différentes, et puis vraiment des maladies qu'on ne retrouve que chez l'homme ou que chez l'animal. Et spécifiquement donc chez le chien, est-ce qu'il y a des races de chiens qui sont plus prédisposées, qui ont plus de problèmes, aux yeux? Est-ce que tu vois plus certaines races en consultation, toi, dans ta pratique quotidienne? Alors, on voit toutes les races, mais c'est vrai qu'il y a quand même des grandes dominantes, surtout depuis les dernières années, avec des modes chez certains chiens, en particulier les bulldogs anglais, bulldogs français, tous les carlins, tous ces chiens qui sont brachycéphales, c'est-à-dire en museau court et avec les yeux assez exorbités. Ça, ce sont clairement des races que l'on voit tous les jours pour des ulcères cornéens, beaucoup. C'est une des maladies principales que l'on voit chez le chien au quotidien, ce sont les ulcères, c'est-à-dire des trous entre guillemets de la cornée. Et ces chiens sont prédisposés parce qu'ils ont justement les yeux exorbités. Donc voilà, il y a des races qu'on voit tous les jours et puis d'autres qu'on voit beaucoup plus rarement parce qu'elles sont moins prédisposées, mais on peut être amené à voir toutes les races. Et du coup, toi, c'est quoi les motifs de consultation les plus fréquents que tu vas avoir au quotidien, en fait, dans ta pratique? Alors au quotidien, ce qu'on voit le plus chez le chien, c'est les ulcères, comme je le disais, la cataracte, c'est vraiment le plus fréquent.
Après, il y a les petites affections, type conjonctivite, des petites irritations, voilà, ça c'est aussi notre quotidien, donc des choses moins graves. Et chez le chat, le plus fréquent, donc c'est différent du chien. Chez le chat, c'est plutôt des maladies liées à l'hypertension artérielle. Chez les chats âgés, on en a beaucoup, avec des problèmes de rétine et une perte de la vision associée. Et l'herpès, chez le chat, très très fréquent. Là aussi, on en a tous les jours. Des conjonctivites ou des kératites ou des ulcères, donc des atteintes superficielles de l'œil qui sont liées au virus herpès, qui là encore a beaucoup de similitudes avec celui de l'homme, même si c'est un herpès qui est spécifique du chat, herpès félin, donc différent de celui de l'homme, mais avec des similitudes dans la façon de se comporter. Et ils peuvent faire du glaucome aussi, les animaux? Alors, les animaux, comme chez l'homme, présentent des glaucomes, tout à fait. Donc soit donc chez le chien et le chat, hein, donc soit des glaucomes primaires, c'est-à-dire dus à une anomalie de l'œil lui-même, donc c'est pas une cause externe, c'est l'œil qui a une malformation au niveau des voies qui permettent d'évacuer le liquide à l'intérieur de l'œil, l'humeur aqueuse, qui s'évacue mal et du coup on a une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil, et c'est ce qu'on appelle le glaucome. Donc ça, ce sont pour les glaucomes primaires, donc liés à une malformation de l'œil lui-même, ou des glaucomes, on trouve aussi des glaucomes secondaires, donc secondaires à des traumatismes, secondaires à une luxation du cristallin, secondaires à une tumeur, une cataracte intumescente, une cataracte qui a trop traîné, voilà, plein de causes qui sont responsables de glaucome. Et quand tu vois un animal en consultation, finalement, le propriétaire va t'expliquer un peu ce qui se passe, et cetera. Mais comment est-ce que tu fais, toi, pour analyser, appréhender les pathologies, sachant que les animaux n'arrivent pas à te dire où est-ce qu'ils ont mal exactement au niveau de l'œil, quelle est leur vision, et cetera. Comment est-ce que tu peux apprécier, en fait, finalement, les éléments, comment tu te guides pour trouver l'origine du problème de l'animal? Alors ça, c'est vrai que c'est une question qu'on a très souvent de la part des propriétaires parce que chaque fois ils nous disent mais ils ne parlent pas, contrairement à nous. Ceci dit, les petits enfants ou les bébés ne parlent pas non plus et on arrive quand même à faire une médecine ophtalmo chez l'homme, hein, enfin chez le bébé, donc ça veut dire que c'est quand même possible. Et chez l'animal, c'est d'autant plus facile que les propriétaires sont quand même très attentifs et notent plein de choses qui se passent soit dans le comportement de l'animal, soit un changement d'aspect de l'œil. Donc c'est souvent en fait, voilà, soit un changement de comportement de l'animal qui va soit présenter une douleur, soit qui va être aveugle. Et donc, dans les deux cas, ça se voit. Une douleur chez l'animal, elle passe pas inaperçue, soit parce qu'il va cligner l'œil, soit parce qu'il va être abattu par cette douleur, soit une perte de la vision. Et ça, souvent les propriétaires le voient aussi parce que l'animal va moins bien se déplacer dans son environnement, il va se cogner. Il va avoir peur dès qu'il y aura une baisse de la lumière ou dans les escaliers. Donc ça, c'est des signes finalement que les propriétaires nous rapportent et qui permettent de détecter assez tôt finalement des pathologies. Et même s'ils ne parlent pas, voilà, on peut voir, le propriétaire peut noter plein de choses et nous, on peut détecter aussi beaucoup de choses en faisant des examens avec nos appareils. Et donc finalement, en fait, sur les appréciations du propriétaire principalement qui vont te guider sur ces éléments-là. Au départ, tout à fait. Les propriétaires nous apportent énormément d'informations. C'est pour ça que la première partie de la consultation, c'est écouter le propriétaire parce que souvent le motif de consultation nous oriente énormément sur le diagnostic. Bien sûr. Et ce que je tiens à préciser, parce qu'il y aura sans doute des assistantes vétérinaires qui nous écoutent et qui sont en première file. C'est vrai que en première ligne, elles sont vraiment importantes dans le dépistage et la détection de la priorité des consultations, que ce soit en clinique généraliste ou même en clinique ophtalmo, puisqu'en fait, c'est elles qui vont entendre déjà un petit peu les doléances du propriétaire sur l'ancienneté des symptômes, sur la perte de vision éventuelle soudaine, la douleur aussi présente au niveau de l'œil. Tu peux me rappeler un petit peu les signes d'inquiétude que doit avoir un propriétaire face à une situation douloureuse pour un animal? Les signes, le principal signe d'une douleur oculaire, surtout lorsqu'elle est aiguë et lorsqu'elle est due à une atteinte superficielle de la cornée, le premier signe, c'est l'œil qui se ferme. On appelle ça un blépharospasme, donc c'est un spasme des paupières et qui est souvent le signe d'une douleur assez vive. Donc dès qu'un animal cligne de l'œil, c'est qu'il y a une gêne et donc une douleur. Et souvent superficielle, donc soit avec un corps étranger présent à la surface de l'œil, soit un entropion, un enroulement de paupières ou des poils qui viennent frotter ou des cils qui frottent sur la cornée, ou un ulcère. Voilà, tout ce qui est superficiel provoque ce type de signes liés à une douleur. L'autre type de douleur, c'est des douleurs un peu plus profondes, liées au glaucome, par exemple, qui est dû donc à cette hypertension à l'intérieur de l'œil, qui crée une douleur assez forte. On parle de migraine chez l'homme, de migraine ophtalmique,
Et donc chez l'animal, ça va plutôt se manifester par une baisse de l'état général, comme je le disais tout à l'heure, due à cette migraine plus qu'à une fermeture de l'œil. Voilà les deux grands signes de douleur. Une petite question, tu me parlais de matériel tout à l'heure. Au-delà des connaissances spécifiques, qu'est-ce qui fait qu'un ophtalmo est ophtalmo finalement, un ophtalmo vétérinaire plutôt qu'un généraliste? Je comprends bien la question. En effet, c'est vrai qu'il y a la formation, c'est la base, et il y a aussi le matériel qui va avec. Ce matériel est bien spécifique en ophtalmo, un peu comme chez l'homme, hein. On a tout ce qui est matériel diagnostique avec des lampes à fente, donc comme chez l'homme, donc c'est un biomicroscope, donc c'est un matériel qui nous permet de grossir l'image de l'œil, de bien voir ce qui se passe au niveau de l'œil et de l'éclairer. Ça a donc deux fonctions, cet appareil, lampe à fente ou biomicroscope. On utilise aussi des tonomètres électroniques maintenant qui nous permettent de mesurer de façon précise la pression à l'intérieur de l'œil, et puis des appareils qui nous permettent d'évaluer le fond d'œil, donc d'avoir une image de la rétine. Donc, ce sont les ophtalmoscopes. Ensuite, voilà, en gros, après on s'aide beaucoup dans des techniques complémentaires d'échographes. Donc on a des échographes maintenant haute fréquence qui nous permettent d'avoir des images très précises de l'intérieur de l'œil. Donc ça, c'est vraiment très très utile en ophtalmologie. On l'utilise tous les jours. Et puis, on a maintenant l'OCT qui est en développement, qui nous permet d'avoir, c'est une technique d'imagerie comme chez l'homme, qui nous permet d'avoir des images précises de la cornée, encore plus précises, ouais, de la cornée et de la rétine. Ça, c'est pour tout ce qui est diagnostic. Et après, on a au niveau chirurgical le microscope qui a révolutionné notre activité il y a quelques 40 ou 50 ans, puisque ça nous a permis de voir dans le détail les actes que l'on réalisait en microchirurgie. Donc le microscope, les appareils, tous les instruments de microchirurgie qui nous permettent de manipuler les tissus de l'œil, qui sont très fins. Et puis des lasers qui ont énormément, là encore, révolutionné notre activité. Donc des lasers qui nous permettent de traiter le glaucome, qui permettent d'éviter des décollements de rétine, qui permettent de pulvériser des kystes à l'intérieur de l'œil ou de détruire des tumeurs. Et la grosse révolution des 40 dernières années, c'est la phacoémulsification pour la chirurgie du cristallin, chirurgie de la cataracte, comme chez l'homme. Donc un appareil qui nous permet d'aspirer, de fragmenter et d'aspirer le cristallin, et ensuite de remplacer par un cristallin artificiel. Et ça a été, voilà, c'est un matériel qui est maintenant généralisé chez tous les ophtalmos, et qui nous permet d'avoir les meilleurs résultats possibles dans la chirurgie de la cataracte. Et ça continue à évoluer, hein, les machines évoluent tous les ans avec des progrès, en particulier au niveau de la chirurgie de la cataracte. Tu nous parles de la cataracte là justement. Est-ce que tous les animaux peuvent présenter la cataracte et est-ce que pour toi, il faut toutes les opérer? Quasiment toutes les espèces présentent des cataractes, à ma connaissance. Il y a peut-être des exceptions, mais en tout cas, il y a tellement d'espèces sur Terre que voilà, je ne me lancerai pas à dire toutes, 100%, mais en tout cas, on va dire que toutes les espèces sauvages qu'on est amené à voir, et nous, les espèces domestiques, donc chiens, chats, les animaux type bovin, ovin, les oiseaux, les reptiles, voilà, tout ce type d'espèces peuvent développer des cataractes, et j'ai été amené à opérer toutes ces espèces. Et ensuite, ta question était, excuse-moi, la deuxième partie. Ouais, donc c'est de savoir, est-ce que toutes les cataractes sont bonnes à être opérées? Ah voilà, on va dire que tout dépend de l'état de l'œil, plus que de l'espèce en elle-même, parce que ce qui pourrait jouer finalement sur une contre-indication, ça pourrait être la taille de l'œil, c'est-à-dire que sur des animaux extrêmement petits, je parlais d'animaux de 500 grammes, comme des petits cochons d'Inde par exemple, ou des chinchillas, certains oiseaux, l'œil est extrêmement petit, ou le furet par exemple, j'ai opéré pas mal de furets, et c'est vrai que la limite, on va dire que c'est la taille de l'œil, même si finalement, avec nos instruments assez modernes, comme je le disais, avec des toutes petites sondes, on arrive à aspirer le cristallin. Donc ça, c'est par rapport aux différentes espèces. Après, ce qui peut contre-indiquer une chirurgie de la cataracte, c'est plus les lésions qui sont associées. Si par exemple vous avez un décollement de rétine, un glaucome associé, une pathologie grave de la cornée, vous allez éviter la chirurgie. Ou alors ça peut être aussi le statut de l'animal par rapport à l'anesthésie. Un chien qui est trop âgé, avec un souffle cardiaque et qui n'est pas en état de subir une anesthésie générale, on évitera d'opérer cet animal. Là, on parlait un peu d'animaux exotiques, et c'est
Pour toi, c'est, quel animal t'a vraiment marqué? Quelle opération de cataracte tu as pu réaliser dans ta carrière, dans les 25 dernières années qui t'a vraiment marqué? Les plus marquantes, bah, j'ai parlé déjà du chimpanzé, bon, pour les raisons évoquées tout à l'heure. Après, j'ai eu 2 éléphants. Ça, c'est marquant par rapport à la taille et puis par rapport aux conditions, parce qu'il fallait que j'opère. Ça faisait partie des rares animaux que j'ai pas pu faire rentrer dans ma clinique. Donc ça, c'était directement sur place, dans un zoo pour l'un, dans un cirque pour l'autre. Donc ça, c'est forcément marquant et toute une organisation par rapport à l'anesthésie et un travail d'équipe. Déjà, c'est le cas dans le type de clinique dans lequel on est pour les chiens et les chats. On a une équipe avec des assistantes qui préparent l'animal, donc c'est un travail d'équipe, mais encore plus quand c'est un éléphant, parce que il y a un anesthésiste spécialiste des très très grands animaux, on a un vétérinaire qui est plus spécialisé faune sauvage, donc voilà, on était une équipe d'une dizaine de personnes. Récemment, j'ai eu un rhinocéros, donc ça c'était assez marquant aussi dans la gestion de l'anesthésie. Donc ça, c'était aux eaux de Vincennes. Là, c'était il y a 6 mois à peu près. Puis après, il y a les félins. C'est vrai que c'est assez marquant, type lion, tigre. Voilà, parce que c'est des espèces assez fascinantes et puis qui nous renvoient à nos souvenirs d'enfance. Donc ça nous fait toujours quelque chose. C'est sûr. Il y a des patients qu'on espère pas trop qui vont se réveiller pendant que tu es en train de les opérer. C'est vrai. Et par rapport à l'appréciation justement, à l'évaluation des animaux, en humaine, on te fait lire des lettres, des chiffres, des choses comme ça, différentes tailles, en testant un œil puis l'autre. Comment est-ce que tu fais toi pour évaluer la vision des animaux? Alors pour évaluer la vision des animaux, il n'y a pas un seul test. Il y a finalement, c'est une conjonction, une analyse de plusieurs tests et aussi de ce que rapporte le propriétaire. Donc la première chose, c'est qu'est-ce que nous dit le propriétaire? Est-ce que pour lui déjà l'animal voit mieux après une intervention, par exemple? Est-ce qu'il s'il se cogne avant la chirurgie et qu'il se cogne plus après, c'est qu'a priori la chirurgie a plutôt bien marché et que le chien a retrouvé la vision. Donc c'est déjà un premier élément. Ensuite, il y a nous ce que l'on peut voir avec nos instruments, donc la transparence des milieux, déjà les réflexes. Hein, en premier lieu, les réflexes, c'est la première chose qu'on teste. Donc, un réflexe tout simple qui est le test de clignement à la menace, c'est-à-dire qu'on approche la main face à l'œil et on voit comment l'animal réagit. C'est vraiment un des tests les plus fréquents et qui nous donne le plus d'indications. Et si donc l'animal ferme l'œil, c'est qu'a priori, il a une bonne vision. Il faut faire attention de ne pas remuer l'air pour pas avoir un faux positif, mais en tout cas, voilà, quand c'est bien fait, ça nous permet d'avoir une bonne analyse des choses. Ensuite, on a ce qu'on appelle des parcours d'obstacles. Donc, on place l'animal dans un milieu inconnu, en particulier la salle de consultation, parce que le propriétaire nous dit qu'il voit mieux, mais c'est vrai que chez lui, il prend des repères. Donc, moi, j'aime bien les mettre dans ma salle de consultation, voir comment ils bougent par rapport aux chaises et créer un parcours d'obstacles, c'est-à-dire placer des chaises au milieu. Je mets le propriétaire de l'autre côté de la salle et je lui demande d'appeler son animal et je vois comment l'animal se comporte. Et ça, c'est un très bon test aussi pour juger de la vision de l'animal. S'il se cogne, c'est qu'il voit pas, et s'il évite les chaises, c'est que il voit correctement, suffisamment. Après, on a les tests d'évaluation du fond d'œil, de l'attention, etc. Ça, c'est des examens annexes qui nous permettent aussi de voir si, d'un point de vue anatomique et fonctionnel, l'œil est apte à avoir une vision normale. Et pour les propriétaires qui nous écoutent, quels sont les premiers signes en fait de baisse de vision ou même de cécité qu'ils peuvent apprécier sur leur animal? Les premiers signes, c'est un changement dans le comportement. Parce que c'est vrai que le fait de se cogner, ça vient plutôt tardivement, c'est plutôt au moment où l'animal ne voit plus du tout. Mais les premiers signes, c'est des changements de comportement, un animal qui va être un peu hésitant, en particulier dans les escaliers ou lorsqu'il y a moins de lumière. C'est vraiment ça qu'on nous rapporte comme premier signe. Et ensuite, le fait de se cogner. Mais ça, c'est un peu plus tardif. Il y a aussi un signe, un motif un signe assez classique, c'est une agressivité qui peut se développer du fait de la baisse de la vision de l'animal, qui devient plus méfiant en quelque sorte et qui a plus peureux et donc plus agressif. Donc un changement de comportement qui peut Changement de comportement, effectivement tout guider à fait. les propriétaires qui nous écoutent effectivement à consulter dans ce genre de cas-là. On parlait tout à l'heure du matériel spécifique, finalement il y a certains matériels qui sont vétérinaires et d'autres qui sont utilisés également en humaine, hein, où les vétérinaires utilisent, rigoureusement les mêmes appareils, comme pour la phacoemulsification, pour la chirurgie du cristallin. Concernant les traitements que tu vas utiliser, pour les affections oculaires des animaux, est-ce que ce sont les mêmes médicaments, qu'en humaine ou est-ce que ce sont des médicaments spécifiques qu'on va utiliser?
Alors les molécules sont globalement les mêmes, c'est-à-dire que ce sont à peu près les mêmes antibiotiques, les mêmes anti-inflammatoires, corticoïdes ou non corticoïdes. Les antiglaucomateux sont les mêmes, et d'ailleurs en antiglaucomateux on prescrit les mêmes que pour l'homme en pharmacie, parce qu'il n'y a pas d'équivalent en vétérinaire. On a toute une pharmacopée vétérinaire, enfin des laboratoires vétérinaires qui ont développé des produits ophtalmo spécifiquement pour l'animal. Donc, ce sont principalement des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des larmes artificielles, des immunomodulateurs, mais pas pour certains. Voilà. Donc ça, on a de quoi traiter en vétérinaire avec des produits qui ont une AMM spécifiquement vétérinaire. Mais après, on n'a pas toutes les molécules en médecine vétérinaire disponibles sur le marché, et donc on est obligé de prescrire parfois en pharmacie. Et donc, je parlais du glaucome, par exemple, qui est un bon exemple de maladie pour lequel on n'a que des produits pour l'homme que l'on utilise. Donc c'est vraiment les mêmes collyres que pour l'homme. Donc finalement, en fait, si on peut résumer ton quotidien, tu soignes pas d'humains, mais finalement les machines que tu utilises, les traitements que tu utilises, les pathologies rencontrées ont quand même pas mal de traits communs en fait avec la médecine, enfin l'ophtalmologie humaine. Exactement, c'est le même matériel quasiment, les mêmes molécules, des maladies très similaires, mais après une loi qui est normale, parce que finalement on a eu une formation très différente dès le début entre médecine et vétérinaire. Donc voilà, une interdiction d'exercer en humaine pour les vétérinaires, mais aussi pour un médecin, interdiction d'exercer sur un animal. Si toi, tu avais un conseil à donner aux propriétaires d'animaux qui nous écoutent aujourd'hui, pour s'alerter, s'alarmer éventuellement sur un problème ophtalmologique sur l'animal, ça serait quoi? Bah, c'est les observer, mais ça, je sais qu'ils le font souvent très bien. Donc, observer leur quotidien et puis noter des changements, donc soit de comportement, comme on l'a dit, soit des changements de l'aspect de l'œil. Donc, l'aspect de l'œil, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé. Donc, on a parlé de la fermeture de l'œil, du spasme des paupières, qui est un signe d'appel de douleur de l'œil. Mais après, les changements, ça peut être la rougeur de l'œil. Donc, un œil rouge, ça, souvent le propriétaire le voit. Des écoulements qui peuvent être soit des larmes, soit du mucus, qui est une production un petit peu gélatineuse, grisâtre, soit du pus, donc c'est souvent de couleur jaune ou verte. Donc ça, c'est le signe souvent d'une infection bactérienne. Donc rougeur, écoulement, changement d'aspect de l'œil, un œil qui devient un peu vitreux, ou les propriétaires nous disent l'œil est un petit peu glauque depuis quelque temps. Donc tout changement d'aspect, donc soit un aspect vitreux, un aspect un peu blanc ou un peu bleuté, par exemple dans des vieillissements du cristallin, on peut avoir un aspect bleuté de la pupille. Des fois, c'est pas forcément la cornée, ça peut être la pupille qui change d'aspect. Un œil qui est gonflé aussi doit être un signe d'appel. Et puis en comportement, comme on l'a dit, agressivité, difficulté dans les escaliers, ou un animal qui se cogne, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça marche. Bon, c'était très complet. Et moi, j'ai une dernière question un peu plus personnelle. Est-ce qu'au bout de 25 ans, en fait, d'ophtalmologie vétérinaire, tu aurais une anecdote à nous raconter sur quelque chose qui t'aurait marqué, sur une histoire qui t'a marqué? Il y en a tellement. Bah, c'est vrai qu'en 25 ans, j'ai eu la chance de vivre pas mal de choses. Bon, et c'est vrai que les animaux sauvages, c'est toujours marquant. Pourquoi? Parce que finalement, on est un peu sur du nouveau à chaque fois. C'est vrai que le chien-chat, on est rodé. Bon, on n'est jamais en pilote automatique. C'est toujours un challenge. Par exemple, une chirurgie de cataracte, il y a toujours. Je dis tout le temps que chaque cas est différent, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc, il faut toujours beaucoup de vigilance. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une routine, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que des habitudes que l'on a. Après, voilà, les surprises, ça a toujours été sur les animaux sauvages, parce que c'est plus rare, donc du coup, on est moins habitué, et je pense qu'il faut encore plus de vigilance, plus de concentration. Et du coup, on peut être plus surpris par ce qui se passe. Donc c'est vrai que là, ce qui me vient en tête, c'est des réveils. Voilà, je me souviens par exemple d'un varan. J'avais eu des télés qui étaient venus, il y avait même TF1 qui était venu pour une cataracte chez un varan. Donc c'est un gros lézard, vraiment très très gros. Il devait faire peut-être 30 ou 40 kilos, très musclé, qui se débattait énormément quand il a fallu l'anesthésier. On a réussi à l'anesthésier, donc j'avais fait venir
un bon ami spécialiste de la faune sauvage, Norin Shea, qui est un bon ami, et qui a géré l'anesthésie parfaitement. Et au moment de la chirurgie, parce que toujours difficile de doser pour pas que ça soit trop profond, que l'anesthésie soit pas trop profonde et pas trop légère. Et à un moment, c'est vrai qu'au moment de la suture cornéenne qui peut un peu stimuler l'œil de l'animal et donc créer une certaine douleur, l'animal s'est réveillé et a bougé sur la table et donc voilà, on a eu très peur et c'est ce qui a vraiment intéressé d'ailleurs les télés parce qu'ils ont vraiment gardé, ils ont focalisé sur ce moment-là. Voilà, mais heureusement on a réussi à l'endormir et à finir la chirurgie. Oui, donc il y a toujours des imprévus en fait, même en pratique de tous Toujours les des jours. imprévus, ouais. Ouais. Laurent Bonnat, je te remercie énormément pour ta participation à ce premier épisode du podcast L'Œil au Clébar. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent te retrouver donc à la clinique donc Optavet qui se trouve à Paris. Vous êtes donc 2 ophtalmos à travailler dans cette clinique. Donc c'est dans le 4e arrondissement à Paris, mais je sais qu'il y a des gens qui viennent de loin, qui viennent même d'Angleterre faire opérer leur animal chez toi. Donc voilà, donc merci à toi. Eh ben, je voulais te remercier Bertrand et te dire que je suis particulièrement honoré d'être interviewé par toi parce que tu es ophtalmo, tu fais un travail que je respecte énormément, à la fois ce que je peux voir parce que avec tes publications et puis tout ce que tu fais énormément à l'heure actuelle en ophtalmo pour faire connaître ta spécialité et pour partager tes connaissances et voilà, je suis très sensible à ça et donc ça me touche particulièrement que ce soit toi qui m'interviewe. Donc un grand merci. Plaisir partagé. À très bientôt Laurent. À bientôt. Salut. Salut Bertrand. Aujourd'hui, on a vu avec Laurent Bonnat qu'il existait des vétérinaires ophtalmologues en France. Ils ont suivi une formation spécifique pour approfondir leurs connaissances dans le domaine et ils ne reçoivent que des patients qui présentent des troubles oculaires. Ils réalisent des examens et des interventions de pointe nécessitant un matériel très spécialisé comme chez les ophtalmos humains. L'œil animal est à la fois proche anatomiquement de l'œil humain mais présente de grandes différences en termes de cicatrisation et d'inflammation. Les affections qui touchent les yeux de nos animaux sont similaires à celles qui touchent l'homme, mais leurs fréquences ne sont pas les mêmes. En effet, chez l'animal, on rencontre beaucoup de contusions et des ulcères cornéens causés par des traumatismes, mais également des cataractes qui s'opèrent comme chez l'homme. Le vétérinaire ophtalmo peut soigner diverses espèces, parfois originales et très imposantes. Finalement, l'œil animal n'est pas très éloigné de votre œil à vous, et les critères d'alerte sont assez simples. Si votre animal présente une douleur à l'œil, une rougeur, un changement d'aspect de l'œil ou une perte de vision, pas d'hésitation, il faut consulter. Votre vétérinaire généraliste saura vous guider sur les premiers signes et vous orienter vers un ophtalmo s'il y a besoin de réaliser des explorations complémentaires ou une intervention. On se retrouve dans un mois avec le docteur Jennifer Anne qui nous expliquera pourquoi certains ulcères de cornée ne cicatrisent pas et Dieu sait qu'un ulcère ça peut faire mal. Pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes de L'Œil au Clébar, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et pour aller encore plus loin, rendez-vous sur visionanimal.fr.